Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à l'Espace des Sciences Virgile de Gênes en vrai. Je suis vraiment super contente parce que c'est notre première soirée de l'année où on peut vous accueillir en présentiel ici dans nos portes, alors ça fait super plaisir. Cette année, depuis le mois de janvier, on a exploré la thématique normale, point d'interrogation, diversité dans la recherche. Et donc on s'est posé la question des minorités et diversité dans la recherche et vue par la recherche, avec une thématique chaque mois et un événement en ligne sur YouTube chaque mois. Donc là, on le fait en vrai et c'est super cool. Et ce mois-ci, on explore la thématique des LGBTQ et de se demander comment la recherche intègre les personnes LGBT+, comment la recherche étudie les thématiques LGBT+, et aussi principalement la question de est-ce que faire des recherches sur cette thématique, c'est nécessairement un acte militant ou pas. Et donc ce soir, on a deux intervenants, Jean et Clara, qui vont se présenter un peu plus tout à l'heure, parce que leur parcours en fait fait partie intégrante de qui ils sont et puis de pourquoi ils ont choisi ces thématiques de recherche. On est accompagné d'une nounours des Gobelins qui est venue nous faire la joie de sa présence ce soir. Dans le quartier, c'est un peu symbolique, mais du coup, voilà, c'est cool. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, bienvenue pour cet événement virtuel du coup. Est-ce que du coup... Ah oui, petite précision, on va essayer de faire une discussion. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques questions et puis on a déjà discuté, donc je sais un peu quelles grandes questions j'ai envie de vous poser, etc. Mais à tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions. Essayons de faire ça le plus convivial possible, le plus interactif possible. Profitons qu'on soit en vrai et qu'on puisse se voir pour discuter et échanger ensemble. Donc si à tout moment vous avez des remarques ou des choses, n'hésitez pas. Enfin, vraiment, si ça vous va, on accepte d'être interrompu. Absolument. Voilà. Si ça vous va, on plonge un peu dans le thème. Est-ce que du coup, vous pouvez tous les deux vous présenter? Clara, je te laisse commencer. Donc je suis Clara Lehenaf. Je vais peut-être commencer par une des choses qui va nous intéresser ce soir, que je ne suis pas né en m'appelant Clara Lehenaf. Je m'appelais Kevin Lehenaf quand je suis né. Et j'ai transitionné à l'âge de 27 ans, donc de genre ou de sexe, ou peu importe comment est-ce qu'on considère les choses. Et ça s'est allé un peu en même temps qu'une reconversion professionnelle. Donc avant ça, j'ai fait assez peu d'études. J'ai fait un bac, j'ai erré quelques années en fac. Et puis, à cause de mes problématiques, je pense que c'est important de le noter, j'étais dépressive. Et du coup, j'ai pas continué dans le milieu académique. Je me suis fait recruter un peu par hasard dans une boîte de jeux vidéo. Euh, c'est allé assez vite. Il y a un bon courant qui est passé avec le directeur de la boîte et j'ai rapidement été nommée directrice créa. Et du coup, j'ai fait une carrière dans le jeu vidéo assez importante où j'ai été. Ensuite, j'ai fondé ma propre boîte. Enfin voilà. Et donc j'ai sorti surtout un jeu pendant pas mal d'années qui s'appelle Winter Voices, qui est un jeu psychologique, on va dire. Euh, et en fait, les thématiques de recherche m'intéressaient déjà, puisqu'on travaille pas mal avec des contrats CIR, c'est-à-dire des contrats d'aide, enfin des contrats de rapport entreprise-chercheur, doctorant, je veux dire. Euh, et, euh, et quand j'ai transitionné, en fait, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, notamment parce que je me suis rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment transitionner de façon safe dans le schéma officiel de transition. C'est-à-dire que les équipes officielles de transition n'étaient pas safe et le sont peut-être un peu plus maintenant, mais toujours pas beaucoup. Il y a que 5 ans, hein, ou 6 ans. Euh, et du coup, quand j'ai transitionné, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux questions biologiques en fait, du corps, de comment est-ce que la sexuation s'organise chez l'être humain. Ça m'a pas mal intéressé. Et en parallèle, j'ai une activité, on va dire, militante qui s'est construite en parallèle de ça, où je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes, quoi. Il y avait des gros problèmes dans le système français en particulier, mais mondial en général, sur la gestion de la... Alors ça s'est un peu libéré depuis ma transition, mais
mais dans la gestion de la transidentité dans les médias ou à tous les niveaux en fait. Et donc notamment dans la recherche, c'est-à-dire que à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce qu'on lit un article de recherche. Parce que j'avais besoin de trucs un peu concrets en fait. Et j'avais besoin de trucs un peu concrets parce que entre autres, on est challenge en permanence par des. Déjà, on s'interroge, on se dit qui je suis, comment ça marche. On va se poser toutes les questions que trans se posent. Pourquoi je suis trans? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question biologique? Et puis on va se prendre énormément de transphobie, c'est-à-dire de gens qui vont venir nous voir en nous disant qu'on n'est pas des êtres humains en gros, qu'on est des prédateurs en jupe, ce genre de choses. Et en fait, des fois, ces arguments se basent sur l'aspect biologique, c'est-à-dire que par exemple, quand on va se faire opérer, quand on va faire une chirurgie génitale, on va avoir une flore, donc je vais en reparler plus tard, on va avoir une flore vaginale qui va s'installer une fois qu'on a fait notre chirurgie. Et quand on est une personne trans, en fait, c'est quelque chose qui semble tout à fait naturel. Ça s'installe, voilà, et puis ça fonctionne un peu comme on s'attendrait à ce que ça fonctionne chez une personne cisgenre. Donc cisgenre, l'inverse de transgenre. Hein. Cisgenre, la plupart des gens sont cisgenres. Et en fait, un des arguments, par exemple, qu'on a vu récemment quand j'ai été un peu médiatisé, entre guillemets, récemment sur Twitter et consorts, et un des gros arguments des transphobes, c'est, désolé, je vais être un peu choquante, mais c'est vraiment cash, vous avez une blessure purulente entre les jambes, quoi. Alors quand on est une personne trans, on entend ça, déjà on se décompose un petit peu, quoi, parce que, enfin, imaginez, vous si on vous disait ça, quoi, ça fait bizarre, hein. Et après on essaye de décrypter, on essaye de comprendre d'où ça vient, en fait, ce truc-là, parce que c'est des gens qui vont essayer d'apposer des arguments scientifiques derrière ça, qui vont aller chercher des papiers, qui vont essayer de trouver des trucs à dire à ça, quoi. Et donc il y a un, et donc c'est pour toutes ces raisons que je me suis intéressé aux papiers de recherche, aux questions de recherche. Et, et le truc décisif, ça a été que je suis revenu de mon opération en Thaïlande. Donc je suis allé en Thaïlande parce qu'en France, c'était juste pas possible. Et quand je suis revenu, j'avais besoin d'une gynéco. Et il y avait une gynéco dans toute la France qui était capable de s'occuper des personnes trans. Il y en avait une. Je suis allé la voir, je me suis rendu compte qu'elle y comprenait rien, mais c'était la gynéco de référence. Et je me suis dit, ah oui, il y a vraiment un gros souci en fait, plus encore que ce que je pensais, parce qu'encore des endocrinologues, on en avait pour s'occuper des hormones, mais des gynécos, alors là, c'est la catastrophe totale, quoi. Et les chirurgiens n'en ont rien à faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leur opération, et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais devenir gynéco. Donc j'ai tout claqué, j'ai tout plaqué, et je suis parti vers des études de médecine. Alors j'ai un peu erré, j'ai pas eu ma première année, j'ai eu des soucis avec les fermetures de ma boîte, enfin bon, on s'en fiche. Du coup j'ai fait un master, je me suis plutôt que de retaper, j'avais l'option passerelle. Je me suis dit je vais faire un master, parce qu'on m'a parlé du master du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris, qui font un excellent master sur la recherche interdisciplinaire. Et du coup ça m'a intéressé, quoi. Du coup je me suis inscrite à ce master et ça a été très riche, et d'enseignement et de possibilités. Et au CRI, j'ai rencontré l'équipe, donc là on arrive au moment présent, en fait, depuis un an. J'ai rencontré l'équipe de sciences participatives, le laboratoire de sciences participatives, et le courant a vachement bien collé, quoi. C'était un homme queer qui dirigeait le labo, je lui ai parlé du projet, je lui ai dit voilà, il avait adoré un premier projet étudiant qu'on avait fait sur les recettes maison pour s'occuper de la flore vaginale chez les femmes cisgenres. Et donc il nous en avait parlé, on en a reparlé après, et je lui ai proposé un projet, je lui ai dit voilà, moi j'aimerais faire une étude sur la flore vaginale, néovaginale des femmes trans. Et il a été emballé, il s'avérait qu'il bossait avec un expert du microbiome aux États-Unis qui était un homme trans, qui est devenu mon deuxième mentor sur ce projet. Et on a monté une étude donc là, qui vient de se terminer sur un an, où on a contacté 50 femmes trans, on a réussi à contacter 50 femmes trans, on a eu une campagne de financement internationale.
et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve en fait, pour qu'on ait des données en fait, parce que en 60 ans de recherche, on a épluché la littérature, il y a 3 articles qui ont été faits sur le sujet. 3 articles. Il y a des protéines sur lesquelles il y a 5000 articles par an. Un organe entier d'une personne qui représente potentiellement jusqu'à 1% de la population, 3 articles en 60 ans, quoi. C'est impensable, quoi. Ouais. Donc ton parcours là, ta recherche sur des thèmes transidentité est complètement liée à ton parcours personnel aussi, à ton vécu. Et donc ce besoin de faire de la recherche sur ces thématiques est lié aussi quelque part à ce militantisme que tu as eu en transitionnant. Complètement. C'est venu dans le cadre de mon militantisme. En fait, mon militantisme, il a commencé en répondant à des gens. Et puis je me suis rendu compte qu'il manquait des ressources, qu'on avait besoin de connaître notre corps, qu'on ne le connaissait pas suffisamment, qu'on n'avait pas d'informations sur notre corps. Vraiment, même à l'heure actuelle, les chirurgiens gardent le secret. On ne sait même pas qu'est-ce qui a été fait exactement dans les opérations de chirurgie. C'est quelque chose qui est... Et du coup, le besoin de mettre en place des sites d'aide, d'entraide, c'est formé. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'ai commencé en faisant des sites, en montant des sites d'entraide avant d'arriver carrément à la recherche, quoi. Ouais. Donc là, vraiment, parcours personnel qui mène à la recherche de ces thèmes. Et donc pour toi, tu dirais que oui, faire de la recherche sur ce thème-là, c'est un axe aussi militant. Pour moi. Pour toi, ouais. Jean, est-ce que tu peux toi aussi retracer ton parcours un peu? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la recherche sur ces thématiques? Oui, bien sûr. Donc Jean-Marc Louta, je suis architecte et actuellement je prépare une thèse en géographie à Paris 1. Mes thèmes de recherche croisent espace, genre et sexualité pour essayer de comprendre comment les normes genrées et sexuelles s'inscrivent dans l'espace et comment cela aussi reproduit des systèmes de violence envers les corps minoritaires, donc les corps qui ne sont pas hétérosexuels et ou cisgenres. Et ma thèse porte sur les stratégies spatiales que les personnes queer déploient pour négocier leur droit à la ville à Beyrouth. Donc, moi j'ai un peu de mal à comprendre c'est quoi les stratégies spatiales, etc. qu'on a discuté. Est-ce que peut-être tu peux en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, je parle de stratégie spatiale parce que ces personnes conditionnent leurs pratiques quotidiennes dans la ville afin de naviguer un contexte qui est quand même compliqué vis-à-vis de la géopolitique, etc., mais aussi qui est répressive à l'homosexualité. Donc c'est pour ça que ces pratiques s'entendent plus comme stratégie dans l'espace. Donc c'est comment une personne queer imagine et vit dans cet espace au vu de toutes les répressions qu'il y a sur elle. Ouais, comment elle arrive à se forger une place ou un droit à la ville qui lui est pas donné. Merci. Tu peux continuer. Après c'est un peu pareil que toi, Clara. Je crois que, tout honnêtement, si j'étais pas une personne queer et si j'avais pas eu les expériences que j'ai eues au Liban et notamment à Beyrouth, j'aurais pas pu mettre le doigt sur cette problématique de recherche ou sur mes hypothèses de recherche. Je crois que on oublie souvent qu'il y a une subjectivité derrière le chercheur ou la chercheuse et je crois que cette subjectivité, il s'agit de la remettre un peu il s'agit de la souligner, quoi, parce que ça nous amène à formuler des choses que d'autres personnes ne pourraient pas formuler. En tout cas, pour ma part, je pense que toute recherche est politique et militante, dont la mienne, parce qu'une recherche, c'est une série de choix. Pourquoi ce terrain, pourquoi cette population, pourquoi cette approche, et tous ces choix-là relèvent du politique. Ça tombe jamais de nulle part, c'est jamais objectif. C'est jamais neutre et tout est un peu lié, tout se croise. En tout cas, je ne crois pas du tout dans la séparation distincte entre sphère privée et sphère universitaire, en tout cas pour ma part. Je crois après c'est à nuancer et ça se traduit souvent à différentes échelles, mais je ne crois pas que faire une recherche est un acte apolitique. Je crois que même si on travaille sur ce qu'on appelle les sciences dures, c'est aussi un acte politique en soi, et ça peut se décliner en différentes manières. Oui, d'ailleurs, c'est un peu, vous deux, vous êtes tous les deux
toi plutôt en SHS et toi Clara plutôt en biologie, donc sciences qu'on dirait fondamentales. Et tous les deux dans ces domaines, c'est un petit peu justement le même constat en discutant. Toi aussi, tu nous as dit exactement la même chose sur faire des sciences est un acte politique en soi. Même en sciences fondamentales, ce qu'on pourrait ne pas croire comme ça. Ah non, pour moi c'est évident. Enfin, après, les personnes qui font cet acte politique sont pas forcément conscientes qu'elles font un acte politique. Ça c'est Complètement. ça c'est voilà, c'est autre chose, hein, mais c'est toujours un acte politique. On a toujours je vais donner un exemple qu'on a repris là récemment dans un papier qu'on va publier. Quand on recherche sur internet les papiers sur la transidentité, on trouve quasi intégralement des papiers de sociologie, des papiers de questions sociétales en général, des papiers comment dit-on, de méthodes d'accueil des personnes trans, des papiers de MST, donc de sexualité de MST, et des papiers comment dit-on, j'ai perdu le mot, des papiers sur la santé mentale. Et donc en fait, toutes ces thématiques, elles renvoient à quoi? Elles renvoient systématiquement dans le meilleur des cas, en étant vraiment sympa, dans le LGB de LGBT en fait. C'est-à-dire qu'on va dire, les personnes trans finalement, c'est une sexualité. Alors que la transidentité, c'est pas une sexualité en fait, ça n'a rien à voir. Et quand on demande aux personnes trans sur quoi est-ce qu'elles aimeraient qu'il y ait des recherches qui soient faites, je l'ai fait récemment, je suis allé sur un groupe Facebook sur la transidentité, j'ai dit sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des recherches qui soient faites. La quasi-totalité des réponses, c'était sur les hormones, c'était sur de l'endocrinologie. Comment mon corps il change, les changements d'humeur, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, au niveau de tel organe. C'est que des trucs comme ça. Et ça représente, j'avais fait le travail l'année dernière, 5% des papiers qui sont produits. Donc l'écrasante majorité des papiers qui sont produits par un biais en fait. C'est-à-dire par un biais parce que les personnes qui prennent la décision de la recherche, les personnes qui sont au cœur des décisions de recherche, ce sont des personnes qui font, malgré elles, un choix politique biaisé, en fait, un choix de société, quoi. Et ouais, c'est quelque chose qu'on essaye de changer, quoi. On essaye d'ouvrir le regard là-dessus, quoi. Dans ton domaine, Jean, du coup, en géographie, tu disais aussi que maintenant, ces thèmes-là commençaient de plus en plus quand même à devenir quelque chose d'accepté, reconnu, marqué, en France en tout cas. Je crois qu'en géographie francophone, enfin en France en tout cas, ça a commencé dès les années 2000. Mais effectivement, on voit un peu une émergence exponentielle de ces travaux aujourd'hui vis-à-vis des débats et des échanges, des transferts transnationaux avec nos collègues anglo-saxons. Mais malgré tout, ces sujets ne sont pas toujours les bienvenus. Et la plupart du temps, ils sont toujours remis en question. C'est leur scientificité qui est remise en question justement, où on dirait que ces sujets sont militants, qui n'ont pas lieu d'être, et du coup ça suscite beaucoup de controverses, comme on a pu le voir dans la sphère, de la part d'universitaires, de politiciens, mais aussi par rapport de personnes, du grand public, qui réagissaient d'une manière assez violente, je trouve, vis-à-vis de l'entrée d'un savoir qui permet de remettre en question des acquis. Et ça fait toujours peur, j'imagine. Ouais. De remettre en question ce qu'on sait et ce qu'on prend comme normal, pour reprendre le titre. Ouais, exactement. D'ailleurs, je vous en fais part, mais c'est vrai que là tu viens de parler du grand public. On a eu aussi, quand on préparait l'événement, un mail qui me disait que ce genre de thématique n'avait pas à faire grand-chose dans la recherche, par exemple. Et du coup, on voit bien quelle crispation ce genre de sujet dans le grand public, en tout cas, ça peut entraîner. Mais moi, du coup, j'ai une question au niveau de la recherche académique. Est-ce qu'il y a ces mêmes freins que dans le grand public ou c'est différent? C'est plus accepté? Peut-être Jean, tu commences? Moi, je dirais que oui.
Et même plus parce qu'il y a cette peur de ne plus être légitime, de ne plus être regardé comme égal vis-à-vis de ses collègues ou de ses pairs. Sauf que ces travaux qui voient le jour suivent la même démarche, le même processus scientifique, de vérification scientifique que d'autres. Donc je vois pas en quoi cela devrait poser problème, mis à part juste des réactions profondément sexistes, homophobes, transphobes, racistes, etc. Parce qu'au final, ces recherches ne tombent pas de nulle part, elles ne sont pas publiées du jour au lendemain, ça suit des processus assez lourds, assez conséquents, et je crois que encore plus que les travaux lambda, parce que justement il y a toujours cette crainte que la subjectivité ou l'émotionnel remette en question le rationnel et le scientifique, quoi. Ce qui est complètement absurde, à mon avis. Donc c'est un peu l'argument qu'on retrouve répété dans les milieux scientifiques, que est-ce que c'est assez rationnel que ça ne devrait l'être? Et la réponse est oui, parce que ça suit le même processus qu'un article sur d'autres sujets dominants ou majoritaires, pour prendre l'inverse de minoritaire. On a une question. Mais en fait, du coup, je me dis, vous dites que les gens remettent en question la scientificité de ces articles, mais est-ce que c'est justement parce qu'ils sont faits par ces personnes de la communauté LGBTQIA+, ou est-ce qu'il y a eu des cas où si cette recherche elle était faite par des personnes cis, est-ce qu'elle serait mieux acceptée? C'est une question que je me pose. En fait, non, pas forcément parce qu'elles sont faites par les personnes LGBT ou queer. Parce qu'il y a une chercheuse très connue en géographie qui a travaillé sur les espaces des homosexuels masculins en France, et elle a reçu des attaques sexistes, violents à l'égard de son travail, qui au final est devenu pionnier par rapport à ces thématiques en France. Donc je crois que c'est vraiment les thèmes qui suscitent la controverse. Peut-être que d'autant plus quand c'est des personnes qui sont concernées par le sujet, je sais pas. En tout cas, moi, je crois qu'on remet pas mal de fois mon positionnement parce que je suis libanais et je suis queer, je travaille sur les queers à Beyrouth, en se demandant est-ce que j'ai forcément la distance nécessaire pour produire du savoir ou la science. Et effectivement, je me trouve pas mal de fois à me justifier, à justifier la légitimité et la place que j'occupe dans un système qui reste pas très accueillant. Et dans ton domaine, Clara? Je rebondis là-dessus. Alors qu'on ne pose pas la même question en fait aux personnes cis, on leur demande pas genre est-ce que vous êtes légitime pour rechercher des personnes trans, alors que c'est aussi une vraie question en fait. Carrément, ouais. Et on voit bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure que la question peut se poser quand on n'implique pas les personnes trans dans la recherche sur les personnes trans. Il y a des problèmes qui apparaissent évidents aux personnes trans quand elles lisent les trucs, quoi. Je prends l'exemple d'une des trois d'une des trois études qui a été faite. Ah oui, j'en avais parlé déjà. Ouais. Une des trois études qui a été faite où c'est des chercheurs, je crois, suédois, il me semble. J'ai pas revérifié, mais il me semble que c'est un article suédois, des chercheurs suédois. Et en fait, quand on regarde les méthodos, ils ont comparé, je crois que c'est 5 ou 9 personnes trans avec un groupe contrôle de, je sais plus, 25 personnes cis. Mais inexplicablement, les 25 personnes cis sont donc des femmes suédoises, mais les 9 personnes trans ou les 5 personnes trans, je sais plus, sont brésiliennes. Et c'est inexplicable en fait. Et quand on y réfléchit, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'ils se sont dit, alors Jean-Paul, où est-ce qu'on trouve des personnes trans? Et l'autre s'est dit, je sais pas, au Brésil ou en Thaïlande, allez, on va pour le Brésil alors. C'est fou en fait. Moi et donc du coup, ils ont contacté une université au Brésil, j'imagine. Enfin, je me fais mon scénario dans ma tête, mais en leur disant, alors, est-ce que vous avez des personnes trans sous la main? Alors qu'il y en a plein en Suède, il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin, quoi. Et puis, on parle même pas du nombre de biais que ça crée, quoi. Donc... Et du coup, ce facteur, il n'a pas été pris en compte dans l'étude? Ah non, pas du tout. Ah ouais, d'accord.
Mais c'est des c'est études un qui sont... article scientifique. Ouais, mais c'est des études qui sont souvent de faible qualité. On Enfin, a eu la même réaction que toi. c'est des études de faible qualité et en plus, c'est pas forcément des études qui sont... Comme c'est pas des études qui sont faites par des personnes qui s'intéressent au sujet, leur motivation est des fois assez discutable en fait. C'est-à-dire qu'on a un peu le problème en médecine où j'avais une spécialiste de la santé trans dont je tairai le nom, avec qui je discutais et qui m'avait dit, en gros, entre parenthèses, moi je les connais, les spécialistes de la santé trans à Paris, ils sont passés sur la santé trans par carriérisme, mais en gros les personnes trans ça les intéresse pas quoi. Elle m'avait dit ça texto, elle les connaît bien. Et j'étais là genre, waouh. Mais en fait c'est logique quand on discute avec ces professionnels et qu'on voit bien que ça les intéresse pas du tout en fait. Limite il y en a, Donc, c'est quelque part une vraie différence entre le milieu de la sociologie et des SHS où il y a peut-être un monde plus gros de personnes qui s'intéressent à ces thématiques plutôt que dans le monde, en tout cas de la biologie qui est ton domaine, où il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ces thématiques et en plus a priori des personnes qui s'y intéressent pour des raisons on ne sait pas exactement lesquelles. Donc c'est peut-être une différence qu'on peut noter. Moi j'ai pas les chiffres. En tout cas en sciences humaines et sociales, donc je pourrais pas dire, mais effectivement on pourrait le croire, ne serait-ce avec les chiffres que tu donnes, qui sont assez choquants et énervants. Et je crois que ces professionnels entre guillemets se rendent pas compte de la violence que ça induit en fait sur les personnes sur lesquelles ils capitalisent pour se faire de l'argent quoi. Et je crois que ça va de soi aussi pour les professionnels de l'espace, enfin les concepteurs qui reproduisent des normes cis hétérosexuelles, des normes normatives quoi, et qui reproduisent des systèmes de violence dans l'espace public, comme par exemple les toilettes binaires, hommes-femmes, on remarque toujours avec la partie femme beaucoup plus grande parce que c'est la femme qui est supposée être responsable du care, donc des personnes à mobilité réduite, des personnes vieillissantes, des enfants, etc. Et mis à part sans parler des violences que ça induit aux personnes trans, comme on l'a très bien vu, surtout aux États-Unis. En tout cas, ça a été documenté beaucoup là-bas. Donc je reprends cet argumentaire aussi pour les professionnels de l'espace. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous parce qu'on discute ou non? Du coup, sinon, j'ai un autre sujet. On parle du coup de France et puis d'ailleurs. Alors, est-ce que ce dont vous parlez, c'est spécifique à la France? Non, apparemment. Est-ce qu'il y a quand même des pays où ces sujets sont mieux reconnus, mieux acceptés, mieux traités? Peut-être Clara De manière, en tout cas, la recherche en sciences dures, c'est assez international. Dans les sujets médicaux, c'est un peu tout ce qui est indexé sur PubMed, quoi. Et c'est un peu là-dessus qu'on travaille, quoi. Et les biais se retrouvent partout. Après, je suis déjà tombé sur des articles qui étaient d'une transphobie extraordinaire, mais où vraiment il n'y avait même pas... où les chercheurs, c'était dans des pays où probablement la situation est plus difficile, pays de l'Est, Russie, où les chercheurs se cachaient pas de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils pensaient des personnes trans, quoi. Et c'est des articles, on les lit en saignant des yeux parce que, c'est horrible, quoi. Donc non, c'est pire dans d'autres pays, quoi. C'est pire dans d'autres pays. Est-ce que c'est mieux dans d'autres pays? Peut-être, ouais, peut-être que c'est mieux qu'en France dans d'autres pays, ouais. Je pense, notamment aux pays nord-européens. Mais ouais. Ok. Et Jean, dans ton domaine? Dans mon domaine, c'est vrai que les États-Unis et le Canada, les pays anglo-saxons, sont réputés à être un peu pionniers et avoir le plus de publications, de travaux sur les questions de genre, de sexualité dans l'espace. Après, effectivement, comme disait Clara, tout est relatif, il y a d'autres pays où c'est pas du tout développé, donc je crois que la France est un peu au milieu du spectre, entre les deux extrêmes. Mais j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Grâce à Clara, par exemple. Moi, ce que j'ai vu et que j'ai trouvé, parce que quand je cherchais des intervenants, je regardais les listes,
notamment des doctorants qui avaient candidaté à la bourse de thèse de l'Institut du genre. Il y avait beaucoup de sujets sur l'Amérique latine et ça m'étonnait. Vraiment des sujets de sociologie, etc. Et notamment, justement, tu disais Brésil, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ou c'est juste moi qui ai eu cet étonnement ou ça vous parle pas plus que ça? Juste pour rebondir, peut-être que en fait, il y a beaucoup plus d'études dans les pays anglo-saxons parce qu'il y a plus de financement, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Parenthèse. Et sinon, je savais pas que c'était le cas, mais en tout cas, je suis pas étonné parce que c'est souvent plus facile de regarder ailleurs que chez soi, j'imagine. Ouais. Après, est-ce que c'est des personnes brésiliennes qui enquêtent? Oui, c'est ça. En tout cas, les noms semblaient pas. Les noms des doctorants qui avaient postulé semblaient pas franco-français, mais après, je n'ai pas du coup discuté avec eux, donc je peux pas. Tu vois, Oui, bien sûr. Du coup, je saurais pas la raison. Toi non plus? Non. Moi, j'ai pas constaté ça dans la recherche, dans ce que j'ai vu de la recherche en sciences dures, principalement médicale. Beaucoup de recherches aux États-Unis, clairement. Et c'est vrai que je dirais aussi que, justement, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de recherches dans le Nord que dans le Sud. Donc, effectivement, j'avais pas ce constat non plus. On a 2 questions, je crois. Oui. C'est moi le deuxième. Justement, Jean, tu parlais de la question des financements et aussi du fait que tu avais ressenti une forme d'hostilité de l'institution universitaire en fonction qui te reprocherait ton manque d'objectivité sur ton sujet. Est-ce que c'est quelque chose que toi, Clara, peut-être t'as observé parce que la recherche, c'est des thématiques, mais c'est aussi des sous dont on a besoin pour explorer ces thématiques. Est-ce que c'est des aspects sur lesquels vous avez pu mettre en évidence une forme de discrimination sur la base de vos sujets de recherche, l'un comme l'autre ou l'une comme l'autre? En fait, le truc, déjà, c'est toujours très difficile de mettre en lumière une discrimination autrement qu'avec des statistiques. Parce que on n'a pas été pris quelque part, on n'a pas été pris, je sais pas moi, une bourse ou un grant, on n'a pas été pris quoi. On peut pas dire c'était à cause de ça quoi. Moi j'ai pas été prise en médecine cette année, j'ai clairement l'impression que c'est parce que j'ai un peu trop parlé de la transidentité, mais j'en ai aucune idée en fait. C'est peut-être que je suis mauvaise perdante, donc c'est toujours un peu compliqué. Après il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, pour faire financer notre étude, on n'a pas trouvé par les canaux officiels. On est passé d'une part par un club au CRI que j'avais fondé l'année d'avant, qui était le club Knowledge and Minorities, qui a pu participer à hauteur de 1 500 €, ce qui était en l'occurrence déjà une belle somme, vu la taille de la recherche. Et ensuite, on a fait une campagne de financement d'à peu près 9 000 €. Et tout ça permettait de financer les coûts de séquençage, en fait, les coûts de séquençage ADN, quoi, du microbiome. Mais c'est tout, quoi. Ça finance pas des contrats pour les gens, en fait. Non, ça a été financé sur la bonne volonté de mon mentor, qui lui est financé par ailleurs par autre chose qu'il a acquis à la sueur de son front. Donc ça, c'est mon contrat est financé par l'Université de Paris, un contrat de stage. Et puis voilà. Et ça paye pas les gens, quoi. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de la recherche sur les personnes trans avec des personnes trans en France? Déjà sur des personnes trans tout court, en fait, même sans en parler avec des personnes trans. Apparemment, ça doit être difficile parce qu'il n'y en a pas, quoi. Donc... oui, je te rejoins aussi là-dessus. Je dirais que c'est difficile de pointer une discrimination parce que souvent les processus sont pas transparents ou sont pas, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, quoi. On a souvent des raisons ou des justifications assez lambda pourquoi on n'a pas été pris ou pourquoi on n'a pas eu ce financement, etc. Mais après, je pense aussi que c'est lié au contexte plus général, qu'il n'y a juste pas de financement pour la recherche
beaucoup moins qu'avant. Donc ça implique effectivement des sujets qui sont écartés. Surtout que c'est une hypothèse, mais que les personnes qui prennent ces décisions-là ne sont pas forcément sensibles à ces sujets-là et du coup, par logique, préféraient prendre des sujets sur lesquels ils ont plus d'affinité, quoi. Ouais, je sais pas si dans les jurys ou dans les commissions, il y a des personnes qui seraient très susceptibles de comprendre ou de vouloir comprendre ce qu'on fait, peut-être. Mais après, il y a des personnes bienveillantes partout, mais c'est pas la majorité, quoi. Paul, tu avais une question? Oui, j'avais une question que j'étais en train de formuler quand Jean a dit exactement ce qu'il fallait que je reprenne pour poser ma question. Quand tu as dit, ou quand vous avez dit que ça bouge, justement ma question c'est, ça bouge un peu, cette mentalité elle change, et derrière qu'est-ce qui fait, si ça bouge et ça change, et que les choses sont en train de changer, pourquoi? Est-ce que c'est parce que des individus isolés font un peu changer les mentalités, ou est-ce qu'il y a des structures ou des choses un peu structurantes qui se font et qui font évoluer les choses au-dessus du niveau de l'individu et de son entourage et de sa bataille personnelle et de sa guerre éternelle? Je crois que c'est les deux. Je crois que c'est à l'échelle individuelle et aussi collective, dans le sens où bah, ces sujets-là sont de moins en moins considérés comme illégitimes ou voilà, enfin, c'est des sujets qui prennent de plus en plus de la place en fait, en tout cas dans les thèses, dans les publications qu'on voit. C'est surtout aussi lié à une tendance, donc je me demande s'il y avait une capitalisation aussi sur ces sujets-là par des personnes non concernées, juste pour se positionner un peu dans le débat. Et après, je pense aussi qu'effectivement, il y a des personnes minoritaires qui ont pu accéder à des postes et qui, justement, donnent des chances à d'autres de par leur position. Et effectivement, quand je dis que ça bouge très lentement. Mais bon, je préfère être un peu positive. Est-ce qu'il y a par exemple des bourses, des établissements, des instituts, des universités, des équipes qui sont vraiment spécialisées pour... Oui, il y en a, mais très peu. Par exemple, il y a la bourse, l'Institut du genre qui fait des bourses, je crois. Il y a aussi la bourse de la mairie de Paris aussi sur le genre, mais après, il faut se poser les questions de... Enfin, malheureusement, ça rentre dans des logiques très homonormatives, ou même hétérosexuelles, que par exemple les bourses sur le genre ne concernent pas forcément les minorités de genre et les minorités sexuelles, pardon, mais c'est plutôt vis-à-vis de l'égalité homme-femme, donc dans une logique qui est très cisgenre. Donc, il y a certaines bourses, mais on se demande si c'est des bourses accessibles à tout le monde ou à une certaine partie de ce champ qui est assez large. Après, je sais pas, dans les sciences... Est-ce que ça bouge, Clara? J'ai pas eu l'impression que ça avait l'air de bouger. Non, après, comme je disais, dans les sciences dures, c'est vrai que ça va être surtout... pour moi, mon angle, c'est les personnes trans, quoi. C'est là où il y a des sciences médicales pertinentes à faire, quoi. Et il n'y a rien, quoi. Donc ça a l'air de bouger un peu aux US depuis quelques années. Ça suit un développement sociétal, j'ai l'impression, directement en fait. Et moi, mon impression, depuis tout à l'heure, je peux pas m'empêcher de faire ce rapprochement, donc je vais le faire. Je suis désolé, je veux pas mettre une allumette dans une poudrière, mais pour moi, on est proche de toutes les thématiques et de tous les enjeux du non-débat sur l'islamo-gauchisme, quoi. C'est exactement la même chose. Il y a une avancée humaine ou un recul de la société ou une avancée de la société. Et avec cette avancée ou ce recul, il y a des possibilités scientifiques qui s'ouvrent et qui se referment. Quand on parlait tout à l'heure moi, je pensais à ça aussi quand on parlait tout à l'heure sur les questions de est-ce que c'est bien accepté au sein du milieu académique, etc. On voit bien que sur les questions islamo-gauchistes, il y a des travaux
donc des travaux intersectionnels très intéressants qui sont faits. Je veux dire, c'est une science normale comme une autre qui a été développée. Enfin, et en fait, à un moment donné, socialement, il y a un espèce d'argument idéologique qui sort de nulle part. Alors en réalité, quand on analyse, il ne sort évidemment pas de nulle part, mais qui vient faire rouleau compresseur et essayer de faire reculer les avancées scientifiques qui ont été faites, quoi. Et moi, ça me terrifie. Hein. Enfin, moi, ça m'a terrifié ce truc parce que j'ai lu des bouquins, je me suis intéressé à la question. Je sais ce qu'il y a dans les bouquins. Je sais que c'est des travaux qui sont intéressants, qui sont complètement raisonnés comme tous travaux, bien construits. Et ils sont mis en avant comme si c'était des... C'est pour ça qu'on en revient, je veux dire, c'est notre thème. Hein. On en revient au fait que la science est politique, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique dit « Oh là là, vous allez un peu loin, ça ne nous arrange plus du tout. » Hop, on reprend la main dessus. Et c'est hallucinant. On se retrouve avec une ministre de la Recherche qui sort des trucs... Et d'autant plus, du coup, sur tous les thèmes minoritaires qui, peut-être, du coup, comme tu disais, dérangent certains champs politiques, décisionnaires, etc. Et du coup, on essaye un peu de les mettre de côté. Ça a été le cas avec la théorie du genre, à un moment donné. Je veux dire, avant l'islamo-gauchisme, il y a eu la théorie du genre. On l'a eu avec la Manif pour tous. On nous a expliqué qu'il y avait une théorie du genre dans les universités. Et c'était incroyable parce que c'était le même mécanisme, en fait. On nous accusait en fait d'inventer le genre, alors que c'est la même chose qu'avec l'islamo-gauchisme qui accuse les travaux intersectionnels d'inventer la racisation. C'est incroyable parce qu'en réalité la racisation elle existe et on la constate dans les travaux universitaires. On dit voilà, dans la société il y a une racisation, qu'est-ce qu'on fait? Le genre c'est pareil, on dit voilà, il y a le genre, qu'est-ce qu'on fait? Et dans les deux cas, le même processus est utilisé par des milieux d'extrême droite pour dire non, mais vous l'avez inventé, c'est vous les racistes, c'est vous les... Mais ça, c'est vraiment hors du champ de la recherche académique, parce que quand on discutait, Jean, l'autre jour, et tu me disais quand même qu'au sein du monde académique, c'est difficile de réfuter la scientificité de ces travaux-là, et du coup, dans le monde académique, on ne peut quand même pas, même si idéologiquement on reconnaît pas, on ne peut pas en fait nier ce qui se dit dans ces travaux, non? Bah, ça n'empêche pas des collègues universitaires de le faire. Hein. Oui. Et c'est là aussi où le politique rejoint la recherche, dans le mauvais sens du coup, parce que on voit un mot, on a peur, on angoisse, et du coup, je suis sûr que ces personnes qui mettent en péril ces champs de recherche ou qui remettent en question leur scientificité, c'est des personnes qui ne les ont pas lus. Oui. Parce qu'encore une fois, ça suit le même processus scientifique d'autres travaux, donc je ne comprendrais pas pourquoi ça aurait échappé aux mêmes règles, aux normes académiques que les travaux d'autres champs, en fait. Et je veux dire un truc, mais j'ai oublié. Pour rebondir à ce que tu disais, Clara. Il y a deux questions, alors allez-y. Je trouve cette question super intéressante. Il me semble qu'une des dimensions du débat sur l'islamo-gauchisme, la théorie du genre, etc., c'est aussi que finalement, c'est des mots, c'est des gros mots qui font peur et qui sont utilisés par les médias avec le soutien des médias qui ont pas nié la dérive vers l'extrême droite en ce moment, et avec le soutien du gouvernement qui trouve que ça permet bien de diviser, de cristalliser surtout des divisions, puisque comme c'est des mots qui font peur et qui sont montés en épingle, etc., ça jette le discrédit non seulement sur ces travaux-là, mais je pense que c'est aussi un peu à nous tous et toutes universitaires dans ce moment-là de nous sentir solidaires et de dire qu'à partir du moment où ces travaux, donc on sait qu'ils passent par les mêmes étapes de validation par les pairs, etc., que les nôtres, ils sont donc, ils bénéficient donc de la même genre de légitimité scientifique que les nôtres. C'est un peu aussi, en fait, c'est aussi nous qu'on attaque finalement. C'est parce qu'on, c'est une façon de diviser entre les classes populaires et puis les intellos des universités, etc. De faire en sorte que notre voix sur n'importe quel sujet soit finalement plus valable, puisque
on est comme ces islamo-gauchistes du genre Bah, oui, effectivement, moi j'ai peur. Hein. Enfin, comme disait Klaus tout à l'heure, moi j'ai peur de l'ambiance actuelle qui est très hostile, ouais. Et qui ne se résume pas, comme vous le dites, à des attaques vis-à-vis le travail de quelqu'un, mais à la personne même. Donc c'est là où ça devient vraiment problématique, parce que, enfin, comme je disais tout à l'heure, l'université n'est faite que de controverses. Enfin, c'est comme ça qu'on débat, qu'on échange des idées, qu'on se challenge, quoi. Mais je crois que ça prend des proportions un peu extrêmes avec l'islamo-gauchisme, et ça perd un peu l'enjeu des échanges que ce soit entre collègues ou entre la société en général, quoi. Et est-ce que l'islamo-gauchisme, c'est pas un peu un marronnier de la recherche, dans le sens où là c'est l'islamo-gauchisme, avant c'était le genre, et il y a toujours eu et il y aura toujours un peu ces oppositions à toutes ces thématiques de recherche, et au final, je suis désolée, je me fais l'avocat du diable, c'est en fait du coup aussi à l'institution, à l'académie, de faire avec et de trouver des manières d'avancer malgré ça, avec ça, en attendant le prochain truc qui tombera dessus. Ou moi, c'est vraiment plus prégnant, plus présent, plus opposant maintenant. Bah, c'est juste que moi j'aimerais bien comprendre c'est quoi vraiment l'islamo-gauchiste, parce que y a pas de fondament scientifique qui expliquerait le terme en soi, à part le fait que ça fait peur. Donc et du coup, à partir de ce constat-là, on peut pas avoir une discussion, en fait, ou un échange constructif. Donc voilà, enfin, ça c'est en tout cas ma position par rapport à ce sujet-là. Je donne la parole à Mathéo. Donc, pardon, je change peut-être un peu de sujet, mais quand même, je trouve que c'est extrêmement intéressant le travail que vous faites, parce que au-delà du travail spécifique sur des thèmes, c'est des questions qui permettent d'ouvrir des boîtes et de voir, qui vont après au-delà même de la question LGBT, pour ce qui me concerne au moins, qui concerne la recherche en général. Et là, je vois, par exemple, vous mettez devant les yeux une contradiction énorme dans la façon de faire la recherche aujourd'hui, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que d'un côté, vous défendez quelque chose qui est très précieux aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes concernées, les personnes qui ont une vécu, qui ont une subjectivité par rapport au thème de recherche, ont quelque chose à dire d'important et ont quelque chose même de plus à apporter. Et je trouve que l'idée, Clara, d'avoir une démarche de sciences participatives sur ces thèmes, c'est absolument génial. Aujourd'hui, surtout, où on commence à se demander quelle est la richesse et la propriété des sciences participatives, là, c'est un cas où il n'y a pas de recherche, faisons-la. Et on l'a fait nous. Donc ça, c'est magnifique. Après, de l'autre côté, je crois que Clara, tu disais, il y a des gens qui, en effet, prennent un peu les thèmes du genre, mais en effet, ils ne sont pas intéressés, ils le font par carrière. Et ma réaction était, à ce moment-là, mais c'est magnifique. C'est comme dans les autres sujets, alors. Que les gens s'en approprient pour faire carrière. Oui, très bien. Donc, ça veut dire que ça devienne un thème de recherche comme les autres. Donc, paradoxalement, ça serait le signal, si ça devient juste que ce n'est plus cantonné à un acte militant, mais ce serait un sujet de recherche, parce qu'on a besoin de connaître le curriculum d'une partie de la population, qui est peut-être pas majoritaire, mais quand même qui existe, et donc on doit connaître indépendamment de toute revendication ou militantisme des gens. Donc, d'un côté, on a besoin d'avoir des subjectivités. De l'autre côté, on aurait aussi besoin, il me semble, que ça devienne un thème comme les autres. Mais je vois dans le discours de tous les deux un peu une contradiction. D'un côté, vous aimeriez que ça soit quelque chose comme l'autre, un thème comme les autres de recherche. De l'autre côté, vous dites oui, mais c'est un thème sur lequel nous, en ayant un parcours aussi de connaissances directes du thème, on a quelque chose en plus à dire. Donc, je trouve que cette contradiction est très intéressante. Et voilà. Je ne suis pas sûr de cerner la contradiction, dans le sens où, pour moi, il faut que une personne qui est carriériste, qui veut faire carrière, mettons, dans la santé trans, il faut effectivement qu'elle puisse le faire.
Là, ça n'a jamais été, pour moi, c'est pas le débat, il faut qu'elles puissent le faire, il faut pas que ce soit les personnes trans qui fassent toute la science sur les personnes trans, ça n'a pas de sens. Par contre, il faut que quand des personnes cis, et particulièrement des personnes cis qui ne sont pas spécialement intéressées par le sujet, qui ne s'intéressent pas plus largement que leur champ spécifique, prennent ce sujet-là en main, il faut qu'elles aient, parmi leur méthodologie, de mon point de vue, celle d'impliquer les personnes trans, donc déjà de s'ouvrir au vécu des personnes trans et d'impliquer les personnes trans dans la recherche. Pour moi, c'est exactement comme faire un film sur les personnes trans quand on est une personne cis. Quand on est une personne cis, on peut faire un film sur les personnes trans, c'est une bonne idée, mais c'est quand même mieux si les acteurs sont trans, c'est mieux si on demande à une personne trans de relire le script, c'est mieux si on inclut les personnes trans dans le processus en fait. Sinon, on fait des films qui sont écrits par les personnes cis, pour des personnes cis, avec des personnes cis, et à aucun moment ça parle des personnes trans, et les trans regardent ça et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait c'est pareil avec la recherche. La recherche, des fois on regarde les papiers qui sont produits, on se dit mais enfin, ils sortent d'où les gens qui ont fait ça? Enfin, ils ont déjà vu une personne trans dans leur vie? Et effectivement des fois c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette étude complètement hallucinante, où en fait non, ils n'ont jamais vu une personne trans dans leur vie, donc ils pensent qu'elles habitent tout au Brésil et que genre, c'est... Et juste pour compléter, moi, pour être clair, je pense pas qu'il faut forcément être homosexuel pour produire une recherche, une bonne recherche sur les personnes homosexuelles, par exemple. Mais je crois que tout est une question de positionnement et d'approche, qu'il s'agit de clarifier. Bah, c'est quoi les méthodes, c'est quoi mon approche, comment je me documente, comment je me positionne avec mes privilèges vis-à-vis de mon terrain en mes enquêtés. Donc tout ça, ça relève de l'éthique et de la réflexivité qu'on peut tout à fait avoir ou pas si on est trans, cis, homo, hétéro, etc. Donc je pense que, et de manière concrète, il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui ont travaillé sur des populations homosexuelles en retirant des aspects assez problématiques, qu'elles soient sexistes, transphobes, homophobes, racistes. Donc je crois qu'on n'est pas épargné d'une démarche éthique si on se sent concerné par les sujets. Je pense juste que d'une manière assez naturelle, quand on est concerné par les sujets, on est plus sensibilisé à par quel angle aborder les choses et quelles sont les questions qu'il s'agit de se poser. Donc c'est peut-être un peu un raccourci instinctif qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait se dire que oui, c'est plutôt cette question-là et non pas celle-ci qu'il faudrait aborder parce que les réalités font que c'est comme ça et non pas quelque chose d'autre. Et surtout dans les sujets qui sont très peu connus et très peu documentés, le savoir personnel et communautaire permet justement d'écarter plusieurs étapes pour arriver pour savoir quelles questions se poser et quelles questions éviter. En tout cas, je ne sais pas si je suis très clair. J'ai un exemple qui me vient. En fait, j'ai lu plein d'études du coup sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles, principalement sur le sida. Et en fait, il y a un truc qui m'a choqué immédiatement en tant que meuf trans, qui a plein d'amis qui sont des meufs trans aussi. Il y a un truc qui m'a choqué, mais immédiatement, c'est que dans toutes ces études, la population analysée, c'est les hommes homosexuels et les femmes trans. Et on parle du sida pour les femmes trans et les hommes homosexuels. Et en fait, moi je me dis, mais... Donc c'est des études d'épidémiologie, et je me dis, mais à quel moment ça fait sens en fait de grouper les hommes homosexuels et les femmes trans? C'est des populations qui ne partagent pas les mêmes milieux, qui n'attrapent pas le sida de la même façon. Les femmes trans, généralement, c'est par la prostitution. C'est des populations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et les femmes trans ne traînent pas du tout dans les milieux homosexuels masculins. Si une femme trans essaye de rentrer dans un bar gay à Paris, on va lui dire gentiment, écoute, ça m'est arrivé, tu n'as rien à faire là, quoi. Donc, et je pense que là, clairement, c'est là où je veux en venir quand je dis les méthodes. Il y aurait eu une personne trans qui aurait été invitée à un moment donné pour dire qu'est-ce que tu penses de notre étude. Elle aurait dit, oh là là, mais c'est un peu bizarre votre affaire. Il aurait suffi d'une, quoi.
Mais à aucun moment, ou alors il aurait fallu faire une petite étude de sociologie mineure à un moment donné, se renseigner un minimum, voilà. Et je pense que, comme disait Jean, c'est pas quelque chose qui est spécifique des personnes cis ou des personnes qui sont pas concernées, hein. Y a plein de personnes trans qui sont complètement transphobes. Il y a plein de personnes homosexuelles qui sont complètement homophobes. Il n'y a pas de lien direct, hein. Il faut. Moi, je pense que l'exemple le plus flagrant pour moi de ça, c'est la question de l'essentialisme. Le fait de penser que les hommes sont fondamentalement des hommes et les femmes sont fondamentalement des femmes et qu'il y a une espèce de nature de l'homme et de nature de la femme. Et en fait, c'est quelque chose, cette espèce d'essentialisme, cette théorie essentialiste, est quelque chose qui est possédé en dépit de ce qu'on sait scientifiquement parlant. C'est quelque chose qui est possédé par des personnes trans comme par des personnes cis. Plein de personnes trans qui pensent qu'il y a les femmes et essentiellement sont des femmes et qu'il y a les hommes qui sont essentiellement sont des hommes. Donc, et ça colore complètement la recherche, quoi. On ne fait pas du tout de la recherche de la même façon si on pense qu'il y a des êtres humains qui sont construits de différentes façons et si on pense qu'il y a les hommes et les femmes, quoi. Donc, Par contre, je peux rebondir. Est-ce que vous ne pensez pas que pour donner de la légitimité aussi même académique à ces gens, il faut faire un travail pour arriver à séparer ce qui relève d'une connaissance de type expérientiel et ce qui relève d'une connaissance et d'une expertise de type scientifique, et qu'on se trouve dans une situation où, en effet, peut-être aussi pour de bonnes raisons, mais on mélange un peu les deux. C'est-à-dire qu'il me semble que vous êtes deux personnes qui, en effet, mélangent les deux de façon très, très consciente, parce que vous avez les deux. Vous avez une histoire, une connaissance personnelle et directe, et une expertise scientifique très forte. Par contre, vous êtes rare. C'est-à-dire que des personnes qui s'occupent avec une solidité scientifique qui n'a rien à voir avec leur expérience et avec une expérience qui n'a rien à voir avec la solidité scientifique, après vous le mettez ensemble. Normalement, on a un de deux. On a des personnes avec aucune connaissance scientifique, mais avec beaucoup de choses à dire, parce que les livres, ou des personnes qui n'ont aucune... et donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire pour pousser plus loin la légitimité de ce type de recherche, à bien savoir de quelle partie, avec quelle expertise on parle et quand? Moi, je pense que oui, hein. Enfin, clairement, hein. Je pense, enfin, j'espère que je le fais dans mes travaux. Récemment, on est en train de finaliser un papier d'opinion. Clairement, quand on parle de quelque chose qui nous est arrivé, donc c'était un de nos partis pris dans ce papier, c'était de parler de choses qui nous étaient arrivées. Moi, je commence en disant je me suis pointé un jour à la pharmacie et voilà ce qui s'est passé. On commence en disant c'est une anecdote, anecdotally, et clairement, ça n'a pas de valeur, aucune valeur scientifique. C'est pas aucune, c'est pas vrai, mais il faut bien avoir du recul sur la valeur scientifique que ça a, quoi. C'est-à-dire que c'est pas produit par un travail scientifique carré comme on est censé les faire, quoi. Bah, oui, je pense que les croisements, ils existent partout, sauf que c'est pas forcément conscientisé par les personnes qui produisent le savoir, gros guillemets. Et je crois que les théories féministes sont bien démontrées, c'est qu'on part tous de quelque part. On parle tous d'une subjectivité qui n'est pas pareille que l'autre personne. Et je crois que deux personnes qui font une même recherche la font très différemment parce qu'il y a cette subjectivité qui entre en jeu. Et c'est pour ça que quand on parle de faire de la recherche, il ne s'agit pas de faire une recherche objective ou neutre parce que ça n'existe pas. Enfin, je fais référence aux études féministes, Donna Haraway qui a travaillé sur cela. Mais il s'agit d'objectifier les résultats. Les objectifier dans le sens où d'expliciter notre positionnement, de dire que moi, aujourd'hui, je parle en tant que personne cis, libanaise, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir cette vision-là sur les choses que j'étudie, alors que je peux très bien aussi comprendre et pas remettre en question le fait qu'une autre personne différente que moi produirait ou aurait des analyses qui seraient différentes des miennes.
Donc je crois que cette explicitation du positionnement, c'est quelque chose qu'il est urgent et qui doit être la base de toute recherche, parce qu'on part toujours de quelque part. On part toujours avec des supposés, des préjugés, quoi que l'on ait en fait. Et est-ce que du coup, tu as l'impression que dans ton domaine, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quand tu es une personne dont le sujet, qui est concernée par le sujet, vous avez d'autant plus à clarifier ça. Est-ce que tu as l'impression que justement les personnes qui ne sont pas concernées par le sujet arrivent aussi à faire cette démarche de clarifier d'où ils parlent avant d'entrer dans le sujet? Complètement, ouais, complètement. Et il y a des travaux excellents d'un point de vue scientifique, mais aussi éthique, qui ont été faits sur des populations homosexuelles, qui ont été faits par des personnes hétérosexuelles, qui sont tout à fait, qui sont incontournables aujourd'hui dans la pensée ou dans les recherches académiques, qui sont citées tout le temps. Et c'est des personnes qui ont justement défini d'où il ou elle parlait, pour ne pas invisibiliser des rapports de pouvoir ou de privilèges qu'il ou elle aurait pu avoir sur leur terrain vis-à-vis de leurs enquêtés. C'est une façon de se situer par rapport au monde en fait, de dire que derrière la posture scientifique, derrière le chercheur ou la chercheuse, il y a un humain en fait qui a des sentiments, et ces sentiments rentrent dans la recherche aussi. On ne peut pas juste avoir un mécanisme rationnel détaché, distancié, surtout quand on travaille en sciences sociales, où on a des rapports humains et on vit des choses dures aussi avec les personnes avec qui on travaille. Et j'aime bien cette phrase de dire que les personnes avec qui on travaille et non pas sur qui on travaille, parce que c'est aussi une coproduction et non pas une production qui capitaliserait sur la misère de l'autre pour à des fins glorieuses, académiques, au-dessus scientifiques, de tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je pense que ça commence à faire 1 heure qu'on discute ensemble. Mais oui. L'université, c'est un lieu de recherche, mais c'est aussi un lieu d'enseignement. Et moi, je suis enseignant-chercheur. Je me pose beaucoup. Je suis enseignant en sciences dures, très dures. Très dur. Et moi, je réfléchis en ce moment à essayer de mettre en place justement des enseignements un peu transverses pour mes étudiants et mes étudiantes sur ces questions-là, parce que même s'ils font des études d'ingénieur, je trouve que c'est important aussi qu'ils soient un peu éveillés sur ces questions de genre, de sexualité, de discrimination. Et je suis curieux de savoir quel genre de conseils vous pourriez me donner pour monter ce genre d'enseignement, en fait. Moi aussi, j'ai une petite pratique d'enseignement en parallèle de ma thèse, à la fac, et je crois que aussi l'enseignement est politique. Bien sûr. Et même si j'ai pas des cours dont les thématiques principales sont le genre, la sexualité, je trouve toujours des exemples pour incorporer ces thématiques-là dans la structure de mes cours. Et même dans mon échange quotidien avec mes étudiantes, par exemple, j'écris en écriture inclusive par mail, et j'ai remarqué que pas mal de personnes en première année, donc qui ont 18 ans, qui reprennent ce mécanisme en me répondant. Donc je trouve ça assez cool. Parce que je crois que c'est légalement interdit, ou presque. Et sinon, oui, je sais pas si j'ai des conseils, mais j'ai plutôt des exemples. Par exemple, j'ai donné un cours de cartographie le semestre dernier, et il y a beaucoup de cartographies qui traitaient justement des questions de genre, de sexualité, et de race, et de discrimination, et d'inégalité. Et je sais pas comment ça pourrait traduire dans le domaine de l'ingénierie. Mais je crois que c'est des petits détails qui comptent beaucoup au final.
En tout cas, il me semble. D'inclure une représentativité en fait. Enfin, d'introduire une vraie représentativité dans les exemples choisis. Et dans les intervenants, les intervenantes, j'imagine. Oui, surtout, oui, bien sûr, ouais, j'ai oublié de dire. Mais oui, on pourrait dire ça. Et je trouve que c'est assez facile de faire en fait. Enfin, on écarte systématiquement ces champs en disant que c'est trop compliqué, qu'on ne pourra pas les intégrer ailleurs que dans les disciplines appropriées faites que pour ça. Mais je crois que ça peut se diluer un peu partout. Clara, une idée? C'était une grosse question. Hein. Oui. Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que Jean vient de dire. Hein. Là, en ce moment, je donne des cours, donc je fais une formation, je donne une formation auprès d'adolescentes. Donc, je forme en informatique auprès d'adolescentes de quartiers défavorisés, généralement. Il paraît que c'est comme ça qu'on dit. Disons que pour moi, l'association qui fait ça, elle a mis un atelier, donc il y a des ateliers de numérique, il y a des ateliers d'informatique, elle a mis un atelier sur l'égalité. Parce que le choix d'enseigner uniquement à des filles l'informatique, il n'est pas neutre du tout. Hein. C'est un choix qui dit que quand on va en école d'ingé, 80, 90, voire 95% des élèves, c'est des mecs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et donc sensibiliser aussi les apprenants sur ces questions, c'est important, quoi. Moi, je le fais beaucoup à d'autres endroits, quand j'enseigne à la fac, etc. Je le fais avec des exemples, effectivement. Quand j'utilise des exemples, ou quand ils doivent coder un site internet, c'est des trucs simples, mais mettre au lieu de genre homme-femme, mettre genre homme-femme ou X. C'est des trucs simples, mais c'est reconnaître que la réalité est plus large et plus riche. Un autre exemple, c'est je développe un site d'enseignement, il y a des petits avatars que les personnages peuvent utiliser. Il y a des petits avatars avec toutes les couleurs de peau, et c'est bête, mais c'est important en fait, parce que quand on est une personne racisée, avoir sans arrêt renvoyé l'impression que l'être humain de base, c'est un être humain blanc, ça c'est pas possible en fait. Et c'est quelque chose qu'on fait énormément sans même s'en rendre compte. On va toujours mettre un homme blanc, parce que c'est censé être la version par défaut de l'humain, dans un monde dominé par les hommes blancs. Donc, voilà, pareil, les exemples. Même dans les réactions, pouces, etc., maintenant on a toutes les couleurs. Et heureusement, on a choisi le jaune comme couleur. Je crois que ça vient de Disney, hein, parce que c'est les gants de Mickey Mouse qui sont. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est toujours amené à avoir un défaut, quelque chose qui est normal. Et après, on peut faire un acte militant en mettant une main dans notre couleur. Mais c'est perçu comme militant. J'ai envie de rebondir sur la question de la normalité, sur comment on définit la normalité. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui apparaît vraiment en sciences dures, pour le coup, où par exemple, je vais donner un exemple qui pour moi est vraiment parlant. Quand on étudie la flore vaginale des femmes cisgenres, on est parti du principe que c'était dominé par une espèce, les lactobacilles, par un genre, les lactobacilles, quoi. Et on n'a jamais questionné ce truc-là. Puis un jour, on s'est rendu compte, il y a, quelques années, en faisant des analyses, qu'en fait, les femmes hispaniques et les femmes noires, les femmes afro-américaines, donc c'est venu des États-Unis, donc en l'occurrence, c'était les femmes de descendance hispanique et de descendance afro-américaine, avaient des profils de flore qui étaient différents, en fait. Et on les a catégorisés comme des profils anormaux, en fait. Donc c'était ceux-là les profils anormaux, et le profil normal, c'était le profil de la femme blanche, en fait. C'était le profil qui était sain, c'était le profil qui, etc. Et on a construit là-dessus
toute une vision médicale, etc. Enfin, c'est très intéressant. Et c'est la même chose qui se passe avec les personnes trans. On part du principe que la normalité, c'est d'être cis. Et que être trans, c'est anormal, en fait. Mais quand on étudie les théories de l'évolution, etc., on se rend bien compte que les individus trans, les individus d'une sexualité ou d'un genre différent, c'est des individus, c'est des outsiders qui aident en fait à progresser. C'est en ayant ces outsiders-là que l'évolution peut jouer à son petit tinkering. Donc c'est aussi la normalité en fait. Mais on a décidé qu'on définissait la normalité par le plus probable. Et c'est quelque chose qui est assez problématique, je trouve, y compris en sciences. Ça va bien par le plus probable ou par les premiers étudiés ou par celui sur lequel la plupart des études ont été faites. Parce que dans ces cas-là, je ne crois pas qu'il y a un discours racial, c'est juste qu'on a étudié d'abord une certaine population, on a dit ça c'est normal, et donc tout ce qui est arrivé après, c'était... Cela dit, on n'a pas remis en cause... Après, on n'a pas remis en cause en disant, voilà, ce profil de fleur-là, c'est aussi un profil normal et on va s'y intéresser et on va comprendre pourquoi est-ce que celui-là, et tout d'un coup, il est healthy. Non, on a dit, non, ça c'est... Et ça me fait un peu penser à toutes les études, les essais cliniques sur les médicaments aussi, qui sont faits principalement sur des populations blanches, occidentales, et du coup, les médicaments marchent moins bien dans les populations noires. En fait, il y a aussi une biologie un petit peu différente, et donc en fait, ça se reflète. Mais je crois que justement, la question raciale est quand même primaire et centrale vis-à-vis des décisions de pour qui on fait cela. Enfin, quel est notre public ou notre destinataire de médicaments ou d'études, etc. Je ne crois pas que c'est parce que c'était une population première qui a été étudiée et qui a fait un peu le consensus. Je pense que ça relève beaucoup de rapports de pouvoir coloniaux, de pouvoir économique aussi, qui a fait que ces personnes-là ont eu l'opportunité de faire cette étude-là et de la distribuer vers ces corps-là en avantageant ces corps-là et non pas d'autres. Peut-être qu'on conclut. Ça vous va? Je peux poser... Allez, vas-y. Juste vraiment flash. Clémentine citait le fait qu'on a eu des réactions négatives au fait de proposer ces thèmes. À nous, ça me semble normal de proposer ces thèmes, surtout c'est intéressant donc, dans une réflexion sur la recherche. Mais la raison, c'est que, donc je paraphrase un peu, mais qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que la sexualité a à faire avec la recherche, sinon de donner de la corde, de donner de l'ampleur à les effets des modes pilotés par les universités américaines. C'était ça. Bon, après, c'est anecdotique, on ne fait pas un discours politique sur ça. Mais ma question tout simple, c'est est-ce que ça serait bien ou mal qui faire des recherches sur ces thèmes, ça devienne à la mode? C'est à la fois bien et mal, c'est un peu des deux quoi. C'est à la fois bien parce qu'il y a un éclairage tout d'un coup qui est mis sur ces recherches et donc peut-être qu'il va y avoir plus de fonds et peut-être que etc. C'est à la fois mal parce qu'il y a un éclairage qui est mis sur ces recherches et tout d'un coup on se retrouve avec des réactions épidermiques, avec voilà exactement. Donc moi je pense que dans l'ensemble, enfin personnellement, mais c'est très, pour le coup c'est vraiment très subjectif. Je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais bon. Moi je suis un peu plus sceptique, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était très subjectif. Mais ouais. Une dernière question? Moi j'ai peut-être une toute petite question. Ouais. Je ne devrais pas dire une toute petite question, mais j'ai une question. Plus côté collecte de données. En fait, moi je suis ingénieur de recherche dans un institut de recherche français, parisien, et pas du tout sur les thématiques de genre, mais il se trouve que mon militantisme fait que je m'y intéresse.
Et donc, en ce moment, je travaille avec une collègue et une étudiante en anthropologie, une anthropologue, sur le fait de les personnes qui posent les questions pendant les conférences. Donc, on est pile poil dedans. Et donc, notre étude, c'est d'essayer de voir comment la prise de parole genrée pendant les conférences. Et donc, pour pouvoir faire cette étude, on a eu besoin de collecter des données sur les personnes qui participent aux conférences. Et donc ça tombe bien parce qu'on organise une conférence au mois de juillet, que ça se passe à l'intérieur de notre institut. Et donc comme on organise, c'est nous qui récupérons les inscriptions. Et donc on a voulu ajouter quelques questions dans le formulaire d'inscription pour pouvoir justement ne pas mégenrer les gens au moment de faire l'étude. Et le fait de poser 3 questions par rapport au genre ou à l'affinité avec des communautés LGBT, QIA+, ça nous a posé souci avec le DPO, la personne en charge de la collecte des données, parce qu'en fait on posait ces questions par rapport au genre des personnes qui allaient participer à la conférence. Donc moi je voulais savoir, est-ce que aussi le fait de travailler sur ces sujets, ça vous apporte des difficultés pour collecter les données de ce type-là? Parce que par exemple en France, on a dû éplucher la CNIL, on a dû éplucher la RGPD pour être sûr que la façon dont on formulait notre question pour obtenir ces réponses était conforme avec et la CNIL et la RGPD, pour au final se rendre compte que quand on fait des travaux de recherche, on peut éventuellement passer outre certaines réglementations. Donc comment ça se passe pour vous, la collecte de données? On s'est posé la question, évidemment. On s'est surtout posé la question en fait vis-à-vis de l'ethnie des personnes concernées, parce qu'on a vu donc, dans les travaux américains qu'il y avait une différence de flore vaginale entre les ethnies, et on s'est demandé si nous on pouvait aussi poser la question en fait. Et pour le coup, on n'a pas pris le risque de poser la question. Je pense que c'est interdit, ouais. Il me semble, en tout cas, moi, la façon dont j'ai contribué au sujet avec mes collègues, c'est de dire qu'à ma connaissance, c'était interdit. On a fait quelques recherches, on a eu l'impression que c'était interdit, donc on n'a pas poussé le truc, du coup, ça m'intéresse. Hein. Mais d'ailleurs, il me semble que cette interdiction-là est assez propre à la France. Exactement, oui. Et que c'est un peu une exception française. À ma connaissance, je me plante peut-être totalement, mais il me semble que c'est lié à la déportation. Ça, je sais. Moi non plus. Conséquence de ce moment-là. Ouais, il me semble. Hein. On ne veut pas avoir des listes parce que y a des gens qui pourraient utiliser ces listes, quoi. Ah, ok. Pas d'éclairage, donc. Nous, on s'est basé sur le fait qu'il y a certaines lignes de la CNIL ou RGPD qui dit que si c'est fait dans le cadre d'une association, d'un travail de recherche, alors non, on n'a pas posé de questions sur la race, on s'est contenté du genre, mais en tout cas, pour ça, c'est ok, si c'est dans le cadre d'un travail de recherche. Donc on s'est bien sûr couvert mettant des tas de checkbox pour être sûr d'avoir le consentement éclairé des personnes qui s'inscrivent à la conférence. Mais on a trouvé cette fenêtre et notre bonne foi pour se permettre de le faire après. Et du coup, les personnes qui s'inscrivent, ils répondent en cochant à ces cases ou alors ils les évitent plutôt? Alors, alors après, moi je suis UX design, donc mon but c'était aussi de ne pas créer de dark pattern, donc de choses cachées, qui empêcheraient les gens de donner un avis. Donc c'est pas, c'était pas obligatoire de répondre aux questions. Il y avait pas ça conditionnait pas l'inscription à la conférence. Et on demandait la possibilité d'utiliser les données de manière anonyme, d'assurer aussi que nous, de notre côté, les données ne sortaient pas de notre institut, on avait tout un tas de cases à cocher pour s'assurer du consentement des gens pour l'utilisation des réponses de ces 3 questions. Mais du coup, ma question c'était, quand les gens s'inscrivaient, est-ce qu'ils répondaient plus tôt ou alors ils avaient plutôt tendance à ne pas répondre? Si. Après peut-être que maintenant on se pose beaucoup de questions sur le contexte de la conférence, à savoir est-ce que, c'est une conférence de bioinformatique, donc est-ce que dans le milieu de la bioinformatique, les choses ont suffisamment évolué pour que les personnes se sentent suffisamment en confiance pour répondre à ces questions sans
crainte, parce qu'il se trouve que sur les premiers résultats qu'on a, on a une partie de la population des communautés LGBTQIA+, plus importante que dans la population nationale. Donc est-ce que le milieu fait que c'est safe pour le dire? Est-ce que le milieu fait que c'est safe pour qu'il y ait plus de personnes de ces communautés-là? On va De nouvelles questions de recherche. Il y en a la question, ça va être, vous allez analyser comment les personnes interviennent, font des questions. C'est super intéressant. On est très preneur de connaître les résultats et peut-être de les présenter dans une... Oui, moi aussi, je trouve ça passionnant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on peut rester là tant que personne n'a très envie de partir. Non, on arrête là. Bon, du coup, merci Jean et merci Clara pour votre contribution ce soir. Merci à nos quelques invités qui sont venus et qui ont fait l'effort de se déplacer. On est très heureux de ça. L'exploration normalement, continue à partir de septembre. On fait une pause l'été, mais on va essayer de pouvoir continuer cette exploration à la rentrée, avec des thèmes encore inconnus car non décidés. Mais voilà, si c'est le genre de questions... auparavant, on a toutes les vidéos de l'exploration sur la chaîne YouTube, donc on a parlé de pauvreté, de handicap, de biais cognitifs, de femmes et sciences. Donc si ça vous dit de reparcourir l'exploration de cette année, c'est faisable. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre ici, en présentiel, pour continuer l'exploration. Voilà, j'ai tout... Non, je voulais finir avec un message un peu symbolique qui vient de notre exploration sur les biais cognitifs. C'est de dire, comme on a tous et toutes des biais, ce que tu disais tout à l'heure, si on est une plus grande diversité de personnes à s'intéresser aux thématiques, on combine un peu tous ces biais, et donc au final, on a des éclairages différents, enrichis et divers sur les thématiques qu'on explore. Donc peut-être que... Voilà, c'est un peu le grand message que je retiens de cette exploration, sur un peu tous les sujets, et aussi d'intégrer le plus de personnes concernées à la recherche, pas seulement en tant que sujet, mais en tant que co-chercheurs et co-chercheuses. Voilà, c'est un peu peut-être le bilan de tout ce qu'on a exploré depuis janvier. Donc voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée, et du coup à très bientôt à l'Espace des Sciences sur Pierre-Gilles Lejeune. Voilà. Et n'hésitez pas à boire un verre en partant. Et on peut rester un peu discuter si vous